الكريم، باسم المنظمين حملوني مسؤولية كبيرة لتنسيق فقرات هذا اللقاء المواطني والعلمي في نفس الوقت حول صدور النسخة العربية لكتاب موريس بيتان، الحسن الثاني، دغول، بن بركة ما أعرف عنهم، من إصدار مجلة وجهة نظر. وهذا اللقاء بالتنسيق ما بين مركز محمود بن سعيد للتيتر للدراسات والأبحاث ومنتدى الحقيقة والإنصاف وعائلة شهيد مهدي بن بركة. قبل أن أفصل في فقرات هذا اليوم أطلب من الحضور الكريم وقفة تحية وتقدير واعتزاز باحتضاننا اليوم لموريس بيتان، ابن المغرب وابن الحرية، لنضاله الكبير من أجل الحقيقة ومن أجل الوقوف دائما إلى جانب المظلومين. فوقوف وتحية لموريس بيتان. هذا اللقاء سيكون استحضار لتاريخنا القريب عبر ذاكرته هذا المناضل الكبير ولقاءاته مع شاهدنا المهدي بن بركة. القراءات ستكون باللغتين العربية والفرنسية، وبعد القراءات هناك تعقيب بالأستاذ موريس بيتان، ثم بعد ذلك نستدعيكم لحفلة شاي ولتوقيع الكتاب لمن أخذ الكتاب من طرف الكاتب الحاضري معنا في هذه اللحظة الاستثنائية. Donc je viens de présenter un petit peu les étapes de cette rencontre. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans cette salle qui porte le nom d'une militante importante pour le Maroc, pour le mouvement des femmes et pour l'action démocratique. Nous sommes heureux donc de vous accueillir, M. Morice Bitaine, la famille Boubacar, notre ami le chef Boubacar, les grands militants qui ont peuplé notre lutte commune pour la démocratie. Je me permets de les faire avec toutes mes excuses pour les organisateurs. Nous commençons par une anecdote que j'ai vécue personnellement, jeune enseignant-chercheur à l'université de Casablanca, à la faculté de lettres. C'était au milieu des années 85. On avait un groupe de recherche qui s'appelait l'EPRI, équipe pluridisciplinaire pour la recherche sur l'imaginaire. Elle avait organisé, donc je demanderai pour le respect de tout le monde d'éteindre ou de mettre en mode silencieux les portables que vous avez. Merci. Donc cette équipe de recherche, l'EPRI, avait organisé un colloque important sur De Gaulle et la mémoire de De Gaulle, le général de Gaulle. La réaction des enseignants-chercheurs au sein de la section locale du syndicat national de l'enseignement supérieur a été de boycotter, voire même d'arrêter le déroulement de ce colloque, vu que c'était une atteinte à notre fierté nationale et que les mémoires de nos leaders, de nos symboles, tels que Mehdi Ben Barka, ne sont même pas évoqués. On était peu à dire qu'il ne fallait pas agir comme ça. Et
que toutes les mémoires ont le droit de s'exprimer, mais chez nous, il faut qu'on se bat positivement, pas négativement, pour que la mémoire de toutes les sensibilités marocaines soit exprimée dans tous les espaces, et en l'occurrence dans l'espace académique et universitaire. 2 années après, le livre de Harbi, Mohamed Harbi, La guerre a commencé, a été traduit par une maison d'édition présidée par Si Mohamed Ben Saïd en arabe. La venue de Harbi au Maroc a été l'occasion d'organiser un colloque sur Mehdi Mbarka et l'Algérie et le Maghreb. Et c'est dans ce même lieu, le lieu de la faculté de lettres Ain Choc de Casablanca, on a essayé que ce colloque se tienne. Donc il y avait des discussions, on nous a demandé un temps de réflexion, le temps de réflexion passé, le doyen de l'époque dit qu'il a des instructions qu'un tel colloque ne se tient pas pour 2 raisons: la sensibilité de la personnalité de Mehdi Mbarka et la présence de Mohamed Harbi. Ce colloque ne s'est pas tenu dans l'espace universitaire, il s'est tenu encore une fois dans l'espace que présidait c'est Mohamed Ben Saïd dans les locaux de l'OADP. Il se tenait quand même à Casablanca avec la présence de Harbi. Donc je soulève cette anecdote seulement pour montrer cette dualité entre la mémoire collective et la mémoire scientifique et historique, et que la mémoire collective est façonnée par des pouvoirs, par le pouvoir, et elle est naturellement sélective et déformante de la réalité. Dans cette mémoire collective qui constitue ce qui est divulgué et implanté par le pouvoir en place, on la trouve dans les manuels scolaires, dans les noms de rues, dans les fêtes célébrées, dans la télévision, dans les médias proches du pouvoir et tout ça. Dans cette mémoire collective, Mehdi Mbarka était marginalisé, voire même gommé. Il était central, par contre, dans la mémoire de la mouvance nationale démocratique, dans ses locaux, dans ses journaux partisans, dans ses fêtes propres à elle, y compris toutes les fêtes d'indépendance, de soulèvement, de résistance et de son enlèvement lui-même, qui était un moment important. Cette présence faisait figure de résistance. C'est une résistance à cette mémoire collective qui l'excluait. Elle était là, cette résistance, elle a tenu. C'est une résistance contre tous les conservatismes qui voulaient maintenir le Maroc dans une vision à eux, la vision du vainqueur. Mais cette mouvance tenait que la mémoire vive des Marocains, que l'imaginaire collectif des Marocains trouve et fait une place à la mémoire de nos symboles tels que Mehdi Mbarka. Bien sûr, dans la mémoire historique, c'est-à-dire la mémoire scientifique, c'est une construction. C'est une construction qui se forge par des outils des historiens professionnels, dont, parmi ces outils, la critique et la déconstruction de toutes les mémoires et de tous les documents. Alors, pour cette mémoire scientifique historique, entre le révolutionnaire, le nationaliste, l'internationaliste, le radicaliste, l'insurgé, le mathématicien, le royaliste, le père de famille, le maghrébin, l'africain, l'arabe, et j'en passe, il y a l'acteur historique et les contraintes de son temps. Comment l'approcher? Comment le construire?
sans l'enfermer dans un stéréotype appauvrissant. L'historien professionnel est-il contraint à une rigueur implacable en dehors de toute émotion? Si cela est crédible, voire nécessaire, quand il s'agit d'une personnalité du passé lointain, serait-il de même pour une personnalité comme Ben Barka, marginalisée dans la mémoire collective, calomniée, voire même traînée dans la boue par certains pouvoirs et enlevée, assassinée dans des conditions non élucidées totalement à ce jour? Le traitement d'un acteur historique comme celui-là nécessite-t-il, certes, du doigté, du métier et de la sympathie, celle que nous inspire l'amour de la vérité, rien que la vérité, et dans certaines circonstances mémorielles, pas toute la vérité. L'historien, en tant que citoyen, peut, à un certain moment, ne pas dire toutes les vérités. Parce que les phénomènes qui sont encore en cours, qui relèvent de ce que nous appelons le passé proche ou le présent ou l'immédiat, n'est pas encore définitif. Le recul n'est pas totalement puissant pour que nous puissions avoir une approche objective des événements dont l'acteur historique qui nous concerne y a été central ou y a participé. Et de ce côté-là, nous avons donc besoin, en tant qu'historien professionnel, d'aller doucement, avec beaucoup de doigté, comme je dis, et de recueillir tous les matériaux que nous pouvons avoir dans notre reconstruction historique de notre passé proche et de ces personnages. Donc les témoignages sont importants. Ils sont encore plus importants parce que c'est des matériaux périssables. C'est des matériaux qui disparaissent avec ceux qui les portent. C'est pour ça que nous sollicitons les mémoires. Nous sollicitons que tout le monde qui a une vérité à donner l'exprime. Toutes les vérités sont bonnes comme matériaux de construction et de reconstruction pour l'historien. Bien sûr, on a fait un passage important depuis l'anecdote que j'ai racontée. Actuellement, Ben Barka est présent dans la mémoire scientifique. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de colloques qui ont été faits. On se souvient que certains étaient presque clandestins, mais maintenant ils sont traités dans les universités, même dans des ébauches de doctorat. Ils sont là, ces témoignages-là. Et même dans la mémoire collective, elle n'est plus aussi fermée qu'elle l'était avant. Elle est ouverte par des efforts différents, même au niveau de la plus grande, c'est-à-dire les mass médias, les journaux, les magazines arrivent à dépasser les lignes rouges d'avant et à ouvrir des passages là-dessus. Ce n'est pas parce que je suis un des conseillers scientifiques de la revue Zaman que je vais la citer, mais parce qu'elle a fait, à mon sens, un bon travail, que ce soit dans sa version française, où il y avait un numéro spécial pour Ben Barka, ou dans les 2 derniers numéros de Zaman en version arabe, où la personnalité et la mémoire de Ben Barka, et surtout ce qu'il a subi dans les geôles des uns et des autres, est relaté. Maurice Butin débute son livre, qui est un livre de un peu plus qu'un témoignage, c'est une lecture, mais il a le courage de dire il y a un jeu. Je parle en jeu. Ce jeu, dont disait Maxime Rodinson, ce jeu haïssable qui nous sort du nous, presque anonyme, ce jeu responsable, on en parle pour dire ce que je présente, ce que nous présentons est une vérité parmi d'autres.
on en assume la responsabilité en tant que tel, aux professionnels de l'histoire, d'en juger la valeur et d'en juger la dimension. Donc, encouragé par ces premières pages du livre de Maurice Butin, j'ai pensé à deux jeux. Le premier, c'est le mien. Je suis de l'oriental du Maroc. J'ai vécu avec le FLN algérien. Mon père était un de ceux qui soutenaient, même une partie de notre maison a été donnée au FLN. Donc les dirigeants du FLN étaient là, y compris le président actuel, avec mon père. Mais il y avait la guerre de 63, la guerre des sables, et le bombardement de ma ville natale, Figuig. Et j'ai vu mon père se transformer d'un ami des Algériens à un chauviniste invétéré. De l'autre côté, il y avait mon frère, mon grand frère, qui est mon second père, qui était un ami de Ben Barka. Il était président de la fédération de l'UNAM au Caire, avec Atman Ben Ali qui est ici présent, et qui a pris position avec Ben Barka en 63. Donc jeune dans ma maison, mon père et mon frère se disputaient, puis se bousculaient, arrivaient même à une bagarre entre eux à cause de Ben Barka et de la guerre des sables. C'était mon premier choc par rapport à la politique et qui m'a amené dans l'arène politique et qui m'a amené à me poser la question, qui c'est ce Ben Barka? Ce jeu-là, je l'évoque parce que j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec cette question, qui c'est ce Ben Barka-là qui a amené que mon père et mon frère arrivaient aux mains. Le deuxième jeu, il est présent avec nous, c'est le jeu de Si Mohamed Ben Saïd. Ce jeu-là, il a été développé durant une période, mais il a été médiatisé dans le numéro de Zaman, dans l'article Ben Saïd et Ben Barka, et où des aspects qui n'étaient pas connus ont été dévoilés par Si Mohamed Ben Saïd, notamment la relation de Ben Barka avec l'armée de libération marocaine et le grand malentendu qui va se tisser autour de l'affaire dite de Bassem Saadi et dont une autre vérité apparaît par ce jeu-là, ce jeu important. Mais ce jeu de Ben Saïd est encore plus beau quand il parlait de la rencontre qu'il faisait avec Ben Barka à Genève, quand il allait le voir à Genève. Et qu'après avoir déroulé l'actualité du Maroc et l'actualité du monde arabe, prenait un peu de bon temps, et Ben Barka aimait entendre la fameuse chanson de Fayrouz, Sanarji'u yawman ila yawmina, ila hayyina. On va retourner un jour à notre espace, à notre quartier. Cet espace n'est pas seulement la maison natale de Ben Barka, ni le quartier du Orjama, ni Rabat, ni le Maroc, ni le Maghreb, ni le monde arabe, mais cet espace-là, c'est l'espace du monde où tout citoyen peut se sentir libre. C'est cet espace-là dont la conquête n'est pas encore finie, au contraire, elle est encore plus compliquée qu'avant, et où la pensée de Ben Barka est encore plus présente qu'avant. Dans la quête de cet espace de liberté au national et à l'international, que la personnalité de Ben Barka peut être embrassée dans toutes ses facettes. C'est à cela que nous vous invitons aujourd'hui, c'est à cette rencontre avec un esprit de liberté, avec un esprit d'une citoyenneté internationale, et les témoignages que renforce le livre de Maurice Butin. Et là, on va le décortiquer avec nos amis historiens. Donc je donnerai la parole, avant de donner la parole à mes collègues que je vais présenter, le professeur Hassan Aourid s'excuse. Il devait arriver de Ouarzazate à
à 15h30 à l'aéroport et nous rejoindre. Son avion a pris du retard, donc il s'excuse fortement, mais il va nous envoyer sa lecture de votre livre par écrit. Je vais vous la faire parvenir et on va peut-être éditer les actes de cette rencontre. Je m'excuse de ce préambule un peu long. Je donnerai la parole successivement à M. Marouf Dafali, c'est Mohamed Marouf Dafali que je vais présenter bientôt, qui va faire une intervention en arabe, puis c'est Mohamed Hatimi qui va faire une intervention en français, et je terminerai par Taïeb Biyad qui fera une intervention en arabe. On donnera après la parole à M. Maurice Pétain pour réagir. Alors, M. Marouf Dafali est un collègue, un historien de ma génération, un historien brillant qui est à la tête d'une revue d'histoire qui s'appelle Amal, qui a beaucoup écrit. Il était passé souvent pour être le spécialiste du PDI et de Belhassan Louazani, mais on attendait une grande thèse sur Belhassan Louazani, une grande biographie. Il nous a surpris en présentant une thèse sur le nationalisme, une thèse innovante qui vient d'être soutenue il y a une année, sur les subtilités du nationalisme marocain en tant que pensée, donc du nationalisme nouveau au nationalisme renouvelé. Cette nuance est une nuance pleine de sens, et c'est la thèse de Mohamed Marouf Dafali. Alors, nous l'a sollicité pour la lecture de la version arabe du livre de Maurice Pétain. Je lui donne la parole.